Bienvenue sur Ideta, la chaîne des données et du code. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'avenir du code et pourquoi, à mon avis, c'est toujours important de savoir coder. Je m'excuse déjà parce que la qualité du son et de la vidéo est moindre. Comme je l'ai dit les précédentes fois, pour l'instant, je suis en déplacement. Et je m'excuse de nouveau de faire une vidéo sur l'intelligence artificielle parce que le contenu que j'avais déjà préparé, en fait, je ne l'ai pas pris avec moi. Et donc, il sera disponible la prochaine fois quand je serai de retour. Et je m'excuse aussi pour ma voix parce que je crois que je commence à tomber malade. Donc, si vous sentez des bruits bizarres, c'est tout à fait normal. Alors, je vous parlais de l'avenir du code et pourquoi maintenant c'est un peu confus de savoir faut-il ou non apprendre à coder. Alors, pour les personnes qui sont déjà avancées et qui savent déjà comment coder, en fait, ça semble assez évident, mais pour les personnes qui débutent ou qui sont un peu perdues ou qui sont dans cette spirale de l'IA, en fait, on tombe vraiment dans des discussions assez spécifiques. Typiquement, il y a quelques années, on avait le grand patron de Nvidia qui disait que le code est mort, et on a maintenant plutôt une nouvelle équipe qui est en train de se former ou une nouvelle vision qui dit que le code est réglé, comme si le code était un problème. Et donc ici, vous avez justement le chef du département de Claude Code, qui est IA agentique et qui permet de pouvoir coder et qui est vraiment pas mal pour l'aide dans le code. Et peut-être que j'en reparlerai dans quelques instants. Mais de manière générale, on a ces deux visions-là qui disent, bon, finalement, vous savez, le code, hein, on n'a plus besoin de l'écrire nous-mêmes. Mais est-ce que ne plus avoir besoin de l'écrire, en partant du principe que c'est vrai, est-ce que ça veut dire que on n'a plus besoin de l'apprendre? Et ça, c'est deux choses différentes qu'on va voir dans cette vidéo. Et donc, pour amener un peu plus de matière à ces discussions, il y a une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, je crois 3 semaines, qui parle de savoir coder. Et il y a une autre vidéo que Fabrice a fait parce que il partage la chaîne avec moi, c'est sur les développeurs faibles. Et donc, en fait, nous, dans ces vidéos-là, on prend notre point de vue sur, en fait, le changement du code et en fait, quels sont les changements à venir en ce qui concerne le code. Et moi, je parle du fait que maintenant, on aura de plus en plus de personnes qui ne savent pas coder, qui vont rejoindre justement cet univers. Fabrice est d'accord avec cet avis-là. Et moi, je prends plutôt la perspective de savoir, faut-il savoir coder? Alors que Fabrice prend la perspective de ce n'est pas parce qu'on utilise un niveau d'abstraction plus élevé que c'est-à-dire qu'on est moins bon. C'est plus nuancé que ça, mais on va revenir dessus dans quelques instants. Et donc, notre idée principale qu'on partage tous les deux, c'est que on a depuis toujours la communauté de développeurs qui est en deux groupes plus ou moins distincts. Donc, d'un côté, on a les développeurs, les personnes qui sont assez avancées, les personnes qui travaillent plus dans le côté de la création d'outils, la création de features à l'intérieur des langages, alors que de l'autre côté, on aura des utilisateurs qui, eux, en fait, n'ont pas grand-chose à faire du code, forcément, mais qui ont besoin de telle ou telle librairie pour leurs travaux. Et donc, généralement, les librairies sont faites par les développeurs qui, eux, produisent et améliorent le langage. Alors que les utilisateurs, eux, ils n'ont pas forcément besoin de tout ça. Et nous, ce qu'on imagine, c'est que dans le futur, en fait, on aura de plus en plus de personnes qui ne savent pas du tout coder, qui vont utiliser purement que de l'IA pour pouvoir générer du code et qui n'auront que faire de l'intérieur du code. Mais en fait, si on réfléchit de plus près, en fait, on a ce plus petit groupe là qui était déjà une majorité avant et vous remarquez qu'en fait la pyramide devient de plus en plus petite, donc on a de moins en moins de monde. En fait, on a ce groupe qui avait quand même énormément de personnes qui n'avaient pas grand-chose à faire du code de base et qui voulaient juste des résultats. Et typiquement, je peux vous montrer cet exemple-là. On a une personne qui veut utiliser justement son ordinateur pour créer soit un site internet, un outil ou quoi que ce soit. Et en fait, ça, c'est le but. Le code ici, ce n'est qu'un moyen. Et en fait, tous autres moyens qui pourraient être ici, qui pourraient se substituer au code et qui amèneraient à un même résultat, peu importe la qualité, parce qu'au final, ce n'est pas par le code que ces personnes jugent la qualité, et bien en fait, tout moyen est bon. Et si par exemple on a une IA qui peut faire le travail, en fait, c'est encore mieux. Et on l'a déjà vu parce qu'il existait déjà des outils no-code de longtemps, comme par exemple WordPress qui permet de créer des sites en utilisant simplement la souris et en cliquant dans certains endroits, mais ça requiert quand même du travail, au moins manuel ou intellectuel, pour pouvoir faire le travail. Maintenant, on a des modèles d'intelligence artificielle qui nous permettent d'avoir des petits produits, alors pas des produits vraiment robustes et forts, mais si on n'a aucune connaissance, on pourrait quand même réussir à faire des petits produits sans avoir besoin de ça. Et donc, ça pourrait amener certaines personnes à se dire, finalement, à quoi ça sert de savoir coder? Parce qu'effectivement, si cet espace a toujours été une inconnue ou quelque chose de trop compliqué, en fait, on ne se rend pas compte ce que ça vaut. On a aussi d'autres conversations qui sont arrivées, comme par exemple IBM, qui est une entreprise de technologie, qui sort pas mal de vidéos. Ça fait longtemps qu'ils sortent des vidéos sur beaucoup de choses, et notamment depuis déjà 2016, ils sortaient des vidéos sur le machine learning, sur les statistiques, etc. Et là, ils parlent de la programmation, et ici, ils disent que le langage du futur,
ce sera l'anglais, un peu comme l'a dit le patron de Nvidia, comme on l'avait dit au départ, parce qu'en même temps que le code est mort, bah, en fait, il disait que le nouveau langage de programmation, c'est l'anglais. Et la manière dont ils ont présenté ça, c'était assez intéressant, notamment cette personne-là qui a présenté l'IA comme une montée en abstraction, et il a montré ça avec des données entre guillemets historiques, en disant qu'on est passé d'un langage qui était beaucoup plus bas niveau à un langage qui était un peu plus haut niveau. Sauf que je suis pas trop d'accord avec sa chronologie parce que il a jamais mis les dates et les années de chacun des éléments. Après, peut-être que ça peut être un peu dur à dater, mais en fait, il y a des éléments qui rentraient pas dans l'ordre qu'il présentait. Et s'il commence à mettre les dates, en fait, ça cassait un peu tout son raisonnement. Et j'ai l'impression que c'est un peu dommage parce que, en gros, on a souvent cette narration autour de l'IA, là où on essaie de justifier en disant, voyez, en fait, c'est une évolution dans le temps. C'était quelque chose qui devait arriver. Et en fait, une sorte de justification de ce que c'est. Et il me semble que IBM est aussi pas mal investi dans l'IA générative et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette forme de hype. Mais un truc que j'ai trouvé très bizarre dans cette vidéo aussi, c'est le double langage qu'ils avaient parce que dans la vidéo, ils n'ont jamais dit qu'il ne fallait pas apprendre le code, mais en même temps, ils n'ont jamais contredit toutes les personnes en commentaire dans les premiers jours qui ont dit en fait, on n'a plus besoin de programmer, on n'a plus besoin d'apprendre à coder. Par contre, lorsque ce sont des personnes qui s'expriment, et ici on a cet individu-là qui disait qui va contrôler la qualité du code qui a été généré par IA ou qui a été généré par l'aide de l'IA si tout le monde arrête d'apprendre à programmer et qui va contrôler le système. Ensuite, il lui a répondu, donc c'est l'auteur de la vidéo, qui ne se souvient pas avoir dit que personne ne devait apprendre à programmer. Il a juste dit qu'on aurait moins besoin de personnes, ce qui rejoint l'idée de cette pyramide avec des personnes qui, en fait, au final, deviendraient des pros parce qu'elles savent lire le code alors que l'autre grande majorité ne sait pas lire de code. Et donc ça amènerait à un autre niveau de compétence. Et après, il dit que pour répondre à la question justement des systèmes, il pense qu'il faudrait utiliser une IA pour améliorer une IA. J'ai quand même quelques doutes sur ce genre d'approche parce qu'au final, il devrait toujours y avoir un humain qui contrôle à la fin. Parce qu'on sait déjà, par exemple, que lorsqu'on demande à Claude de voir les vulnérabilités dans certains endroits, bah, en fait, il nous invente des vulnérabilités ou détecte des vulnérabilités qui ne sont pas. Après, peut-être dans l'avenir, ça va s'améliorer, mais dans tous les cas, c'est bizarre que il y a plein d'autres commentaires qui disaient, ben oui, en fait, finalement, on n'a plus besoin d'apprendre à coder, mais que les seuls auxquels ils répondent, c'est ceux qui semblent venir de programmeurs qui indiquent vraiment des points de vue qui challenge en fait la position que l'auteur a prise. Et là, il y a d'autres points qui sont venus dans cette vidéo, donc c'est d'autres commentaires qui eux en fait sont les plus populaires dans la vidéo. Il y a cette personne qui dit qu'elle n'est pas du tout d'accord. Et en fait, elle indique que en fait, cette personne pourrait en fait avoir un angle mort parce que dans le sens qu'on connaît déjà le vocabulaire nécessaire en programmation, donc il n'y a pas que l'anglais ou la langue qu'on parle, mais il y a vraiment le vocabulaire précis pour la programmation qui permet d'être beaucoup plus précis dans les instructions. Et en plus, il disait qu'en apprenant les autres langages, on n'avait pas que la syntaxe, on avait aussi les meilleures pratiques, l'architecture, les paradigmes, etc., que les LLM ne nous donnent pas par défaut. Et il me semble que l'auteur de cette vidéo a répondu, ouais, mais il suffit juste de demander un LLM, mais ce qui est très bizarre parce qu'au final, si on ne sait pas que ça existe, comment on peut demander? Et si on demande les meilleures pratiques, est-ce que vraiment l'LM va donner vraiment les bonnes pratiques ou va dire quelque chose de général que ces élèves font bien? Et là, il parle de cette approche en deux parties, mais bon, de manière générale, c'est juste pour dire que il trouve que l'approche est un peu légère et que ouais, la vidéo pourrait être mal comprise. Un autre dit qu'il manque quelque chose dans cette explication. Il dit que apprendre à coder, ce n'est pas simplement l'insyntaxe, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fini par penser que c'était juste ça et qui ont peur de syntaxe et de grammaire, mais c'est aussi comment on pense à propos des problèmes et comment les structurer en plus petits problèmes. Et en fait, c'est ça vraiment la base de la programmation aussi, c'est la réflexion et être capable de régler des problèmes. En tant que programmeur, on est aussi des régleurs de problèmes. Et il indique que, bah, en fait, finalement, pour apprendre ça, et je suis d'accord avec lui, bah, faut coder, faut savoir écrire du code. Et en fait, on peut pas apprendre juste en demandant à une IA de nous expliquer des choses parce que vous allez voir dans un graphique que c'est pas la meilleure méthode d'apprentissage. Et oui, et donc utiliser seulement que le NLP, mais en fait, ça va produire un code non maintenable, pas sécurisé. Et tant qu'on ne sait pas à quoi ressemble un bon code, et j'y ajouterais même un mauvais code, bah, en fait, on ne pourra pas savoir ce que le LM fait, et je suis complètement d'accord avec ça. Surtout que il faut qu'on ait vu son lot de mauvais codes pour le comparer avec des bons codes. Après, comme lui, je pense que ça peut changer dans le futur et que peut-être ces agents n'auront plus besoin de plus de détails, mais on aura toujours besoin de connaître la logique, ce que apprendre à programmer nous apprend. Donc ici, c'est pour dire que même si ces modèles deviennent meilleurs, on aura toujours besoin d'apprendre. Et je suis complètement d'accord avec ça.
Et là, c'est dans l'une des vidéos que j'ai faites, donc c'est celle sur savoir coder. Il y a ce commentaire de Tom Kritek, si je prononce bien. Merci en tout cas pour cette contribution parce que j'ai apprécié le commentaire qui dit que je travaille en industrie, on a sous-traité quasiment l'ensemble de la production à nos équipes. Alors oui, dans l'entreprise, c'est bien, on n'a que des bac plus 5, donc disons des gens ne savent pas forcément la technique, mais ont plutôt plus des connaissances intellectuelles. Mais quand il faut répondre en urgence à une urgence technique, plus personne ne sait faire. Encore ce matin, j'avais demandé à un collègue de vérifier la qualité d'une livraison de matériel. Il me confirme que tout est bon. Il manque, il a manqué des borniers électriques et ne connaissant plus les bases et logiques, on perd en compétences. Donc oui, il faut savoir encore coder, développer, sinon on n'aura plus un esprit critique. Il sait encore réparer sa voiture ou sa maison, anticiper la maintenance. Donc là, je suis complètement d'accord avec ça et franchement, il met le point sur tout ce qui ne va pas dans cette approche de on ne va plus apprendre à coder. Parce que typiquement, on a les urgences techniques, donc des choses qui étaient pas prévues, et ça arrivera tout le temps. On ne pourra jamais ne pas avoir de problème. Un modèle parfait n'existe pas. Et ce qui nous a permis de survivre en tant qu'être humain, c'est d'être capable de s'adapter. Et ici, il y a cette question de sous-traitance qui est importante parce que, en fait, il y a cette idée qui a été proliférée aussi par la vidéo de Fabrice, mais aussi d'IBM, que finalement, les IA, ce serait juste un niveau d'abstraction supplémentaire. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette explication et on verra plus tard. Ça dépend de l'angle dans lequel on prend, mais je suis plutôt d'accord avec cette idée de sous-traitance parce qu'au final, tout ce qu'on fait, c'est qu'on délègue des capacités qu'on n'a plus à un autre intermédiaire et en fait, on perd nos propres compétences. Et ici, cette phrase est beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait le croire, mais quand il parle de qui sait encore réparer sa voiture, bah, déjà, il y a aussi cette question de qui sait conduire sans utiliser un GPS. On remarque déjà que les personnes qui sont dépendantes du GPS ne savent plus vraiment se repérer géographiquement. Mais qui sait encore réparer sa voiture? Bah, en fait, ouais, il y a beaucoup de gens qui perdent ces capacités alors que c'est très important parce que si notre moteur ou quelque chose dans la voiture est cassé, si c'est quelque chose de mineur, on n'a pas forcément besoin d'aller voir le garagiste. Et aussi, si on ne connaît pas comment ce système fonctionne, bah, en fait, le garagiste peut décider ce qu'il veut et on est à leur merci. Par exemple, j'ai un collègue qui, à un moment, devait remplacer une pièce dans sa voiture. Il a demandé le prix à un garagiste et il a trouvé le prix assez étrange. Donc, il a demandé à plusieurs autres garagistes qui ont tous donné des prix différents. Et en fait, il a vu que l'écart entre les prix, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un vrai prix et qu'en fait, chaque garagiste décide comme il veut. Après, peut-être qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Mais voilà. Et donc, quand il a cherché sur Internet, il a trouvé le prix de ceux qui cherchaient, donc qui était vraiment pas très cher. Et s'il savait monter sa voiture, en fait, il l'aurait fait. Et donc, finalement, on est à la merci de toute personne qui a gardé les compétences qu'on n'a plus. Et ici, pour revenir à cette idée dont je parlais tout à l'heure, donc il y a cette idée que l'IA ce serait une nouvelle couche d'abstraction. Par exemple, ici, on aurait le code machine. Ensuite, ici, on aurait notre langage de programmation. Et ensuite, ici, on aurait une librairie, un package, un framework qui nous permet d'interagir avec ça. Et en fait, lorsqu'on fait un changement ici, ben, le changement il est plutôt linéaire parce que tout est déterministique. Et donc, lorsqu'on a un résultat, ben, en fait, on peut tracer toute son histoire et savoir ce qui se passe. Et l'IA, ça pourrait être ça dans la vue de certains, c'est que on a cette information qui va transiter jusqu'au code et en fait, lorsqu'on obtient quelque chose, ben, en fait, on a ce résultat. En fait, c'est pas vrai. L'IA, de mon point de vue, c'est plus un intermédiaire. Parce que, en fait, lorsque vous allez écrire un prompt pour obtenir un code, peu importe à quel point vous êtes précis, l'IA va vous écrire un code qui sera différent systématiquement. Alors, ce n'est pas trop grave parce que nous aussi, on peut écrire des codes différents systématiquement, mais quelque part, on garde quand même une certaine forme de logique, alors qu'ici, on a quand même un modèle qui est très aléatoire. Et donc, ça fait qu'on perd en fait cette filiation. Donc, entre ici, en fait, beaucoup de choses peuvent se passer. Et après, entre là et là, ben, en fait, tout va rester normal. Mais en fait, finalement, il y a des chances que ça dévie et qu'on n'arrive pas au résultat qu'on voulait. Et si on imagine ben, cette personne-là, en fait, on peut prendre l'analyse de réseau. L'analyse de réseau regarde en fait comment les choses sont interconnectées. Par exemple, si on a des individus, on a un individu A qui veut parler à un individu C. S'il a une connexion directe avec l'individu C, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'en a pas et qu'il est dépendant d'un individu B pour pouvoir parler à l'individu C, l'individu B obtient un pouvoir d'intermédiarité. Imaginons que ici c'est un ami qui parle espagnol et ça c'est moi qui parle français et aucun de nous deux ne parle la langue de l'autre, mais on a un ami en commun qui parle français et espagnol. Alors moi je peux lui dire ah tiens est-ce que tu pourrais lui dire ça? Et lui il est complètement libre de l'interpréter comme il a envie. Et peut-être il pourrait l'interpréter différemment de ce que j'ai dit ou même littéralement mentir. Aucun de nous deux ne saura ce qui se passe et il peut très bien nous monter l'un contre l'autre. Et donc il y a cette histoire de l'IA qui en fait nous éloigne de notre code et pas que de notre code. Donc ici, pour revenir à la différence entre la vidéo de Fabrice et moi, on est quand même d'accord sur cette histoire qu'on aura plus de personnes qui viendront juste vibe coder et qui ne connaîtront plus rien au code.
Mais moi, je parle de tout ça dans l'angle de l'apprentissage et de pourquoi ça pourrait être problématique, même si je ne l'ai pas assez précisé dans la vidéo. Mais lui, il prend plutôt l'angle de l'usage pour dire que, bah, en fait, on peut très bien avoir des programmeurs très avancés qui utilisent en fait le vibe coding. Et en fait, c'est juste pour dire, ce n'est pas du vibe coding, c'est plutôt du développement assisté par IA. Et donc, en fait, il y a beaucoup de contrôle et beaucoup de connaissances. Et donc, tant qu'en fait, dans l'usage, on a quand même les compétences, l'usage est moins important parce que en tant que quelqu'un qui sait par exemple développer en Rust, bah, lui, il sait très bien qu'il peut, pour certaines parties, changer vers du Python ou vers du JavaScript ou quoi que ce soit d'autre comme langage, parce que c'est plus rapide d'écrire là-dedans sans trop forcément perdre de performance. Et donc, le fait qu'il utilise Python ne veut pas dire qu'il est moins bon, mais c'est qu'il a besoin de ce langage-là qui est plus pratique dans cette situation. Mais moi, je vais me concentrer plus sur l'apprentissage et pourquoi c'est super important. Et cette image, bah, en fait, c'est l'une de mes favoris. Et en fait, bon, je pense qu'il y a énormément d'études en psychologie qui montrent que apprendre simplement par la théorie, bah, en fait, on n'apprend pas grand-chose, on a tendance à forcément oublier. On doit ajouter par-dessus la pratique, et la pratique, on apprend énormément. Et ça, c'est une chose que j'ai remarqué en programmation surtout, plus que la pratique, c'est vraiment les erreurs. Plus vite j'arrive aux erreurs, plus vite j'apprends. Et les erreurs sont vraiment des sources d'apprentissage énormes parce que tomber sur une erreur, ça veut dire qu'on se rend compte qu'on ne sait pas quelque chose. Et donc, on doit apprendre et on doit le maîtriser. Et l'IA, en fait, va nous éloigner un peu de plus en plus de ça parce que maintenant, je remarque que il y a des personnes qui ne réfléchissent plus tellement que ça. J'ai déjà vu pas mal d'élèves que j'avais auparavant qui venaient vers moi et me demandaient: «Ah tiens, est-ce que tu peux m'aider?» ou des amis, etc. Et je les aidais pour le code. Et maintenant, depuis qu'il y a eu l'IA, en fait, ils me demandent beaucoup moins, ce qui est plutôt cool. Mais par contre, lorsqu'ils reviennent, ils reviennent vraiment avec des codes incompréhensibles. Et en fait, c'est parce que tant qu'ils n'ont pas atteint l'erreur, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a une erreur, tout ce qu'ils font, c'est copier-coller l'erreur et continuer jusque soit ça se règle magiquement, soit jusqu'ils s'en aient marre. Ou des fois, ils utilisent des IA agentiques qui vont essayer de tourner en rond, qui vont peut-être les mentir, qui vont rater les choses. Et donc, du coup, au final, ils sont tellement éloignés de l'erreur. Et au moment où ils vont arriver à l'erreur sera tellement énorme et ils ont tellement accumulé de lacunes qu'en fait, ils n'auront aucun moyen de s'en sortir. Et c'est pour ça que je trouve que ça peut être très dangereux. Et on va revenir dessus. Et pour illustrer cet exemple-là, bah, je vais vous parler de ce cas-ci. Et donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est un cockpit. Et là, en fait, c'est le vol Air France 447 du 1er juin 2009. Et c'est un cas emblématique de l'automatisation. Parce qu'en fait, depuis longtemps, bah, en fait, les avions ils sont automatisés. Et les pilotes n'interviennent que dans 5% des cas. Et généralement, c'est le décollage, l'atterrissage ou dans certains moments de turbulence et de perturbation. Mais le reste du temps, l'avion est en mode autopilote. Et c'est pour montrer que même si on arrive à des systèmes tellement automatisés qu'en fait, elles écrivent pratiquement tout le code, en fait, on a toujours besoin de professionnels parce que est-ce que vous monteriez dans un avion où tout est automatisé, on dit l'avion est parfait, etc. Mais la personne qu'on a engagée n'est pas pilote. Personne ne voudrait ça et on a vraiment besoin de quelqu'un qui maîtrise parce qu'il y aura toujours des cas que le modèle automatique ne pourra pas gérer, même avec les modèles d'IA les plus avancés. Et dans ce vol, il y a eu, c'est vraiment un drame, donc vous pouvez lire les histoires, les reportages dessus, ça c'est vraiment comme un film d'horreur. Mais en fait, je vais vous résumer ce que j'ai compris et l'essentiel, c'est qu'à un moment donné, l'un des capteurs de l'avion donnait des faux signaux et donc a désactivé le mode autopilote comme il est convenu parce que lorsque il y a des problèmes, en fait, c'est un humain de prendre ça en charge et il me semble que c'était 2 copilotes et c'était pas le commandant de bord qui était là, mais qui les a rejoints au final. Et ensuite, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, bah, les pilotes ont pris une décision, mais la décision était mal informée parce que l'outil donnait des informations contradictoires. Pour les personnes qui ont déjà entendu le You're absolutely right, vous avez absolument raison, savent de quoi je parle. Et donc, du coup, ben, durant cette situation, bah, ils n'étaient pas préparés à gérer ce genre de problème. Et donc, ils ont agi de la manière la plus rationnelle qu'ils pouvaient. Et donc, je crois qu'ils ont tiré leur avion qui les a permis de monter. Et en fait, parce qu'ils pensaient que l'avion était en train de piquer et de perdre l'altitude. Et donc, du coup, ils ont essayé de monter jusqu'à se décrochent de leur trajectoire. Et donc, du coup, en fait, ils avaient plus la force de propulsion. Je suis pas physicien, donc je pourrais pas trop vous expliquer sur ça. Mais finalement, l'avion s'est écrasé dans l'océan et donc, du coup, en fait, ce qui a provoqué beaucoup de morts. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on s'est dit, bon, on continue comme d'habitude? Non, en fait, on a pris les pilotes, on les a entraînés encore plus à au pilotage manuel, donc on les a vraiment refait faire plus de pilotage manuel et donc non être de moins en moins dépendant de ces outils. On a quand même gardé ces outils, mais on a essayé de faire en sorte à ce qu'ils soient beaucoup plus pris en charge. Et en fait, on a eu besoin de gens beaucoup plus formés plutôt que de se dire on va tout déléguer à ces machines. Et donc, c'est pour vous donner un exemple que l'automatisation a ses limites et que même si tout est automatisé,
en fait, on va préférer quelqu'un de compétent dans ce genre de situation. Et ça va revenir dans les discussions qu'on aura après. L'IA nous éloigne de plus en plus du code, mais c'était déjà un peu le cas avant. Typiquement, on avait des langages comme Python, qui était mon tout premier langage de programmation, qui était vraiment super parce que j'ai regardé pas mal de vidéos dessus et après j'ai pu m'entraîner. Et lorsque j'avais le moindre problème, hein, je cherchais sur Internet et je trouvais toujours une solution, en tout cas la plupart du temps. Et maintenant avec l'IA, c'est encore plus facile parce que les IA sont meilleurs à utiliser Python parce qu'il y a tellement d'exemples. Mais du coup, on peut passer une longue période en se pensant très bon dedans, mais en fait, on n'a jamais réellement fait un effort nous-mêmes. Et c'est quand je suis passé à R pour faire plus d'approche statistique que là, je suis tombé sur un os parce que oui, je pouvais faire des recherches et je trouvais des réponses sur certains éléments. Et en fait, au bout d'un moment, ben, ça ne marchait pas aussi facilement que Python. À l'époque, il n'y avait pas encore d'IA non plus. Et du coup, ben, en fait, j'étais très rapidement amené à lire la documentation, ce qui est vraiment le cœur du code. Sans la documentation, on comprend pas le code. C'est vraiment la base. Lorsqu'on fait quelque chose, on donne une documentation, un manuel d'instruction. Et donc, du coup, avec R, c'était déjà le cas, mais avec Julia, qui avait encore moins de réponses sur Internet, ben, ça m'a demandé d'apprendre, de me concentrer beaucoup plus sur la documentation. Et Nîmes, qui est encore moins populaire, c'était pire. Donc, à chaque fois que je passais à un autre langage de programmation, en fait, je me rendais compte que, en fait, il faudrait vraiment que j'apprenne mieux le langage et pas juste apprendre à utiliser telle ou telle librairie. Et c'est là où j'ai mieux appris. Et c'est là où Python éloigne beaucoup plus de monde vraiment du code et de la compréhension du code, qui était déjà le cas. Et j'entendais des gens qui étaient passés de R à Python en disant ouais, mais Python m'aide à réfléchir, c'est un bon langage. Et pour moi, j'étais pas d'accord. Et j'ai l'impression que c'était plus une question de c'est plus facile de copier-coller avec Python et c'est encore plus vrai. Et là, on parle encore des langages, mais l'IA accélère ce genre de choses. Mais entre la première vraie erreur que je vais avoir avec Python, en fait, il va s'écouler un long temps, alors qu'avec R et Julia, ben, en fait, très rapidement, je vais tomber sur une erreur. Et le problème, c'est que ces modèles d'IA, mais en fait, la manière aussi dont on réfléchit et la manière dont tu as présenté le code, les erreurs en rouge, en fait, ça nous fait penser que l'erreur, c'est très mauvais, il faut absolument éviter, c'est juste une mauvaise nouvelle, mais en fait, l'erreur est là pour nous aider. Et en fait, plus on aura des cycles courts vers l'erreur, plus on va apprendre. Et malheureusement, l'IA nous éloigne de ça. Et même si on voulait être quelqu'un qui travaille de manière régulière et sensée, ben en fait, le fait qu'on est à deux doigts de pouvoir juste demander à l'IA de fixer l'erreur pour nous, donc c'est-à-dire essayer de travailler, on tombe sur une erreur, on se dit je vais travailler un peu dessus, au bout de 5 minutes on dit bon j'envoie ça directement à l'IA, on n'aura jamais rien appris alors que passer un moment dessus, ça aide à réfléchir et des fois c'est bien de prendre le temps. Évidemment, il ne faut pas que ça nous prenne des jours et des semaines sur un seul même petit problème, mais passer des heures quand même dessus, ça nous permet de mieux comprendre et de généraliser notre apprentissage. Et nous, en tant que créateurs de contenu sur Internet, YouTube, en fait, on a notre part à jouer. En fait, on donne très facilement des guides qui sont faciles à suivre. On donne en fait beaucoup de choses qui sont en fait des cadeaux pour les personnes qui apprennent. Parce que nous, on aurait bien voulu avoir ce genre de contenu à l'époque. Le problème, c'est que nous, on a dû apprendre un peu à la dure. On a dû comprendre comment ça fonctionnait. On a dû vraiment s'orienter et savoir qu'il fallait faire des erreurs. Mais pourtant, quand on va présenter à d'autres gens, on va montrer un projet qui est structuré de A à Z sans une seule erreur. Tout est fait linéairement, comme si en fait on pouvait le prédire, alors que parfois, même souvent, on ne le sait pas. Et donc, en fait, on éloigne les gens de l'erreur. Et il y avait ce terme qui était le tutorial hell, ou l'enfer des tutoriels, qui est en fait que les gens vont d'un tutoriel à un autre, à un autre, et à un autre, sans jamais commencer à faire quoi que ce soit de concret. Et en fait, on a attribué ça souvent en fait aux personnes et à leur manque de volonté, mais en fait, c'était aussi de notre faute. On crée une espèce d'espace très confortable où en fait, on pouvait très bien construire quelque chose en ayant un guide de A à Z qui vous tenait la main. Mais après, dès le moment où on sortait de ça, ben, en fait, on se retrouve dans la vraie réalité, des choses très compliquées, et de tomber sur plein d'erreurs qu'on ne comprend pas. Et donc, du coup, en fait, c'est plus simple de revenir vers d'autres tutoriels qui nous aident et qui nous font nous sentir bien dans la construction. Donc, on a notre responsabilité aussi. Et si on reprend cette idée-là, ben, en fait, ce genre de contenu, donc on a aussi même Stack Overflow, là où vous pouvez poser des questions ou trouver des questions d'autres personnes, nous éloigne de la documentation parce que dès le moment où on a un problème, hop, on va juste chercher la solution quelque part, si quelqu'un l'avait déjà, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais du coup, si ça nous éloigne littéralement de la compréhension même du langage, c'est problématique. Et maintenant qu'on a l'IA, en fait, c'est un nouveau niveau d'abstraction, parce que ça, c'est un niveau d'abstraction par rapport à la documentation que beaucoup de gens n'ont jamais eu. L'IA, c'en est un tout nouveau qui va se mettre par-dessus tout ça, et c'est assez problématique. Et lorsqu'en fait, on est une personne à la fin qui utilise ce genre de choses, substituer ça à ça, c'est pas si mal, parce qu'on a des meilleurs résultats, le code est directement adapté, alors que ici, par exemple, avec Stack Overflow, même si je trouvais une solution, il fallait que je l'adapte à ma situation. Bah là, en fait, l'IA le fait pour nous. Et donc, c'est ça qui nous éloigne davantage du code et qui va faire en sorte à ce qu'en fait, on comprendra plus rien et qu'on n'apprendra plus vraiment. Et en fait, ça a déjà certaines conséquences parce que on parle ici de la mort des tutoriels de code.
Alors, un tutoriel de code, ça peut durer plus d'une heure. C'est des tutoriels où on construit un projet de A à Z. Et en fait, ben, il y a de moins en moins de personnes qui regardent ça. Ça a commencé, je pense, avec cette personne-là qui a fait cette vidéo, puis d'autres personnes qui ont parlé justement de ce sujet-là en disant que finalement, à cause de l'IA, mais aussi à cause du manque, de la baisse d'attention des personnes, en fait, plus personne ne regarde aussi longtemps qu'avant les longues vidéos de construction de code. Après, il y a ces personnes-là qui a un avis un peu différent par rapport à la question, qui dit que en fait, non, c'est pas tellement une baisse, c'est plutôt le fait que les personnes mettent du temps à s'intéresser, mais aussi le fait que les algorithmes de YouTube sont devenus vraiment mauvais. Et ça, je vous le dis, les algorithmes de YouTube sont vraiment très mauvais. Vous pouvez même plus retrouver une des vidéos que vous avez déjà regardées en utilisant le titre même de la vidéo. Et des fois, je suis obligé de passer par un moteur de recherche en dehors de YouTube pour trouver des vidéos dans YouTube. Mais il indiquait ça, il y avait déjà ce problème-là, mais en fait qu'au final, si on attendait plus longtemps, sur le long terme, en fait, on retrouvait quand même les chiffres d'avant. Mais le problème, c'est que on entre aussi dans une autre situation où en fait, nous, en tant que youtubeurs, on s'est habitué à se dire, bon, en fait, les gens veulent du contenu qui les aide à commencer rapidement, donc on va faire des vidéos de max 30 minutes et ensuite on va essayer de parler de plus de choses possibles, on va essayer d'aller le plus linéairement possible. Et en fait, avec ça, comme on l'a dit, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on se retrouve avec des contenus qui sont de moins bonne qualité, je dirais pas de moins bonne qualité, mais en fait qui vont droit au but et qui ne montrent pas la réalité de la programmation. Et les longs formats perdent face à ça. Et en fait, il y a aussi un autre problème, c'est que oui, on fait moins de vidéos qui font plus d'une heure pour expliquer certains éléments, ce qui est dommage parce que c'est là où on apprend le plus. Et surtout, s'il y a des erreurs, s'il y a des réflexions en même temps, je pense que c'est là où on apprend le plus. Et surtout, en fait, ces youtubeurs-là, des fois, bon, sont obligés de retirer ces vidéos parce qu'elles ne font pas des bonnes vues. On peut se dire, pourquoi en fait? S'il y a, par exemple, dans leur cas, si en fait, c'est des centaines de millions de vues, de milliers de vues, par contre, ce qui est déjà énorme, si on compare à notre petite chaîne. Pourtant, ils les retirent parce qu'en fait, ça fait pas autant de vues que les précédentes vidéos et donc eux, ils ont besoin de sponsors parce qu'ils gagnent de l'argent à partir de YouTube aussi. Et donc, la popularité veut dire visibilité. Et pour les sponsors, c'est une bonne chose. Donc, ça va attirer les sponsors qui auront pour leur argent de pouvoir faire passer leur pub dans les vidéos. Mais du coup, s'il y a des vidéos font des moins bonnes performances, en fait, les sponsors sont moins à même de venir et de se dire, ah tiens, je vais faire ma publicité ici. Et donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux parce que maintenant, on rentre dans la logique de YouTube pour faire plaisir à d'autres gens. YouTube change ton algorithme pour mettre en avant seulement des contenus récréatifs et de divertissement parce que vous allez voir que maintenant qu'on a de plus en plus de vidéos de code où ce sont juste des personnes qui discutent, un peu comme je le fais maintenant, ou des vidéos très courtes où c'est des personnes qui disent comment être au-dessus de tous les autres développeurs, ou des vidéos où en fait les personnes montrent leur vie en tant que développeurs et c'est plus du vibe plutôt que de l'apprentissage. Et ça, je trouve ça très dommage. Heureusement, maintenant, on a encore des longs contenus qui existent. Par exemple, on a Free Code Camp qui fait ça. On a CS50 qui fait ça aussi, qui continue à faire du contenu long et pédagogique. Et vous voyez qu'ils ont quand même pas mal de vues. Et ils travaillent sur beaucoup de choses. Par exemple, Free Code Camp, c'est des gens qui viennent, qui parlent d'une thématique particulière. Ici, c'était le MLOps et MLflow. Mais ils font sur beaucoup de choses, la cybersécurité, des langages de programmation particuliers, l'IA, etc. Et ici, ils font plus les bases en sciences informatiques pour les personnes qui ne viennent pas forcément de sciences informatiques. Et vous voyez qu'elle fait 24 heures, mais pourtant, il y a 459 000 vues. Après, est-ce que toutes ces personnes ont vu la vidéo en entier, et c'est-à-dire, par exemple, sur plusieurs jours? Ça, on ne sait pas, il faut regarder leurs propres statistiques. Mais pour dire qu'en fait, ce genre de vidéos existe encore et elles ne font pas si mal que ça, surtout si on n'est pas intéressé par essayer d'attirer des sponsors. Donc, je pense qu'il y a quand même un avenir pour ce genre de vidéos. Pardon. Et donc, en résumé, pour revenir sur cette question, donc, alors, est-ce qu'il faut apprendre à coder? Ben moi, la réponse est évidente, oui, il faut toujours apprendre à coder. Est-ce que l'IA peut nous aider à faire ça? Probablement, mais en fait, elle risque aussi de nous amener à beaucoup de limitations pour les raisons que j'ai citées avant, du fait qu'on a de la dépendance, qu'on n'ait pas accès directement au code et que, en fait, on s'éloigne de plus en plus de l'erreur. Donc, il y aura de plus en plus de code assisté par l'IA, c'est-à-dire que des personnes qui savent coder vont utiliser l'IA pour pouvoir apprendre à coder. Et ça, je pense que ce sera de plus en plus demandé en entreprise. Est-ce que c'est forcément une bonne chose? Alors, moi, j'ai déjà travaillé avec des IA agentiques. C'est moins fun. En fait, on se retrouve juste à faire de la révision, à écrire en fait des ordres et des choses qui doivent être faites. En fait, on perd vraiment toute cette idée de création de quelque chose qui a de la valeur. Donc, imaginez que c'est plutôt plus de l'industrialisation de code plutôt que de la création artisanale de code. Et donc, en quelque sorte, le code perd de la valeur,
Mais j'espère que du coup, le code fait artisanalement pour gagner de la valeur, mais je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Il y aura de plus en plus de vibe codeurs, comme on l'a montré dans le graphique de la pyramide. Donc on aura de plus en plus de monde qui ne savent pas coder, mais en même temps, ça va donner plus de valeur aux personnes qui savent coder. Et ça répond à cette phrase, le code restera une plus grande valeur que l'outil. Et je pense que vous l'avez déjà entendu souvent, c'était que ah oui, mais vous avez vu, il y a Claude Code qui peut faire ça, il y a cet outil qui existe de code agentique. Et si vous ne l'utilisez pas, vous allez être derrière. Et ça, c'est des pubs marketing, mais c'est tellement répété que même des fois, j'entends des programmeurs qui le disent eux-mêmes. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que déjà, ça motive les personnes à se dire, ah ben en fait, je vais jamais apprendre à coder, parce que de toute façon, la valeur se trouve dans l'outil. Alors que pas vraiment. La valeur se trouve à la fois dans les personnes qui savent comment coder et l'outil. Et comme je vous ai donné dans l'exemple des pilotes et du cockpit, en fait, on aura toujours besoin de personnes qui connaissent le code, même si il y aura de plus en plus de personnes qui ne connaissent pas le code. Mais on aura toujours besoin de quelqu'un qui est responsable et qui connaît ça. Donc, par exemple, on a toujours des personnes qui savent lire du C, on a toujours des personnes qui savent comprendre de l'assembleur. Et donc, ces personnes-là sont beaucoup plus valorisées que les personnes qui font du web development, par exemple, comme Fabrice l'a dit dans sa vidéo. Et là où ça penche encore plus en faveur du code, bah, c'est que moi, si j'ai passé mes 5 dernières années à me développer en code et que je compare euh, et que je n'ai jamais fait d'outil et que je compare ça avec quelqu'un qui a appris à utiliser un outil pendant un mois, bah en fait, moi, pour apprendre à utiliser son outil, ça va me prendre peut-être même encore moins de temps et j'expliquerai pourquoi. Alors que la personne qui devra apprendre l'outil, bah, en fait, elle aura 5 ans à rattraper. Et c'est pas du tout le même poids. Même si ces IA deviennent vraiment complètement meilleures que l'immense majorité ou la totalité de l'humanité, on aura toujours besoin de personnes qui sont responsables du code et donc qui savent lire le code. Et c'est pour ça que je n'aime pas cet argument de oui, ben en fait, si vous n'utilisez pas ces outils, vous allez être en retard. Ben, en fait, non, parce que à un moment donné, je me suis dit, ah bah tiens, je vais apprendre à utiliser ces outils agentiques. En une semaine, j'ai testé Quencode, euh, Claude Code, Warp et OpenCode. Je les ai tous testés et en fait, je peux vous dire qu'en l'espace d'une après-midi, vous apprenez vraiment l'essentiel de tout ce que vous devez apprendre. Et tout le reste se trouve dans votre manière de faire les prompts et de comprendre le code. Et donc, vous n'allez pas être en arrière. Si à un moment vous vous rendez compte que vous êtes vraiment en retard, bah, vous prenez le wagon suivant et vous êtes dans la file. Donc, c'est ça qui est très bizarre. Et pourtant, il y a plein de gens qui disent, ouais, mais moi, je vais utiliser que des outils, je vais faire ça. Mais ouais, si tu sais pas coder, bonne chance. Et donc, savoir et apprendre à coder bah, va rester très important. Et ça, c'est vraiment le point important dans la balance, même si on se finit par avoir que des personnes qui utilisent des outils, comme dans le cas des pilotes d'avion. En fait, il faut savoir piloter dans le cas où, en fait, bah, l'avion ne sait plus contrôler. Et ça amène une autre question, c'est l'objectif pour mes futures vidéos. Bah, en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces vidéos? Bah, en fait, je me dis que je vais les changer maintenant pour répondre à un autre public. Je ne veux plus essayer de répondre à un public de personnes qui sont juste intéressées à venir et à partir juste pour quelques démonstrations ou juste pour avoir leur lot d'endorphines, mais je veux des personnes qui veulent apprendre. Et donc, du coup, dans mes vidéos, je veux valoriser l'erreur. Donc maintenant, je vais faire de plus en plus de vidéos où je vais pas couper mes erreurs, où je ne vais pas préparer en avance le script, mais je vais volontairement faire des erreurs devant vous et que vous voyez en fait comment je réfléchis, comment je résous ces erreurs. Comme ça, vous comprenez le workflow. Je vais réaliser plus de démonstrations et j'étais surpris par la dernière démonstration que j'avais faite, qui avait quand même attiré bon, une centaine de personnes. C'est pas énorme, mais pour moi, je pensais que j'allais avoir au maximum 20 ou 30 personnes qui allaient regarder la vidéo et se dire ah ouais, cool, et ne plus continuer. Donc, apparemment, il y a des gens qui suivent ces démonstrations et qui m'ont dit en commentaire qu'ils aimaient bien le fait de voir ma réflexion, ce qui est plutôt cool. Donc, c'est pas mal. Et moi, ça m'arrange parce que c'est-à-dire que j'ai plus besoin de préparer de script en avance et je peux juste tourner ma caméra. Ça va être aussi orienté documentation pour certaines choses. Je vais vous montrer comment en fait lire une documentation parce que j'ai l'impression que ça aussi, ça se perd. Et on se dit maintenant, ah bah tiens, en fait, les IA, c'est la documentation. En fait, c'est une très mauvaise approche de ça parce que des IA, comme je vous l'ai dit, c'est des intermédiaires. Et même si elles deviennent parfaites, très peu probable, en fait, vous devez vraiment faire confiance à cette IA et donc vous avez besoin quelque part de lire la documentation. Et la documentation a été faite pour être lue à la fois par ces IA, mais par des humains d'abord. Donc, on fera aussi des apprentissages en regardant des documentations et en apprenant avec ces documentations, et je ferai des commentaires avec tout en codant. Je vais partager aussi mon apprentissage parce que il y a aussi cette idée que je trouve bizarre que beaucoup de gens se disent ah ben, en fait ces personnes font des vidéos de code mais c'est à dire qu'elles sont parfaites qu'elles n'ont plus besoin d'apprendre etc. Ben, en fait non, moi j'apprends toujours même dans les choses que je maîtrise complètement, enfin complètement que je maîtrise très bien. J'apprends tous les jours et en fait c'est quelque chose que je fais et donc j'aimerais vous montrer ça pour être transparent sur ce que je fais. Et peut-être des vidéos plus longues, donc vous me direz, j'essaierai de faire peut-être un sondage, ou peut-être que je lancerai une vidéo longue une fois, et après je verrai comment vous répondez à ça. Et donc l'idée c'est de changer
drastiquement la manière dont je présente les vidéos pour voir si vous appréciez ce type de contenu et peut-être voir adapter au fur et à mesure parce que peut-être que trop d'improvisation, c'est trop mauvais, mais trop de préparation, bah, ça éloigne de la réalité. Donc, je verrai comment je vais. Et si vous avez suivi jusqu'à maintenant, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que le sujet vous intéresse et j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à ça. Si vraiment vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça peut aider vraiment la chaîne déjà à atteindre plus de monde et ça me montre que en fait, ce que je produis, ça a de la valeur parce que je vais vous dire, bah, je suis, en quelque sorte bénévole et on gagne pas d'argent sur cette chaîne donc pour l'instant, donc c'est juste pour dire que voilà, on fait ça sur notre temps libre, à côté de nos études et notre travail. Maintenant, en attendant de se retrouver dans de prochains contenus, portez-vous bien et à bientôt.